Bonjour et bienvenue sur le blog Tester Outdoor. Dans cette vidéo et dans l'article qui suit, en dessous de la vidéo, nous allons parler de l'entraînement de trail. Entraînement en côte, travail de la VMA, la récupération, la planification de l'entraînement. Tout cela va se faire avec notre coach Frédéric Hurlin, entraîneur triathlon, trail et course sur route. Donc veuillez m'excuser par avance pour les petites interférences sonores qu'il peut y avoir durant l'interview. C'est dû à une mauvaise connexion internet. Et maintenant, rentrons dans le vif sujet de l'entraînement trail. Bonjour et bienvenue sur le blog Tester Outdoor. Alors aujourd'hui, je reçois Frédéric Hurlin, entraîneur de trail, entraîneur triathlon, et qui va, avec lui, nous allons discuter sur le thème principal de l'entraînement de trail. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, peux-tu te présenter d'abord aux lecteurs et aux auditeurs du blog? Quel est ton cursus professionnel en tant qu'entraîneur, mais aussi en tant que sportif? Alors bonjour à tous. Écoutez, moi j'ai 30 ans, je suis entraîneur alors en triathlon et en trail running. Je travaille un peu sur ces deux sports. Je suis issu d'un cursus universitaire, c'est-à-dire que j'ai fait fac de sport de Bordeaux, de Marseille et j'ai terminé à Nice. Donc j'ai travaillé sur toutes les problématiques de l'entraînement en général et en particulier des sports d'endurance, ce qui m'a amené à travailler dans le triathlon et dans le trail running, qui est quand même une discipline qui se développe beaucoup, mais qui est aussi super intéressante du point de vue des contenus d'entraînement et des demandes énergétiques, des demandes musculaires. Donc pour un entraîneur, c'est assez passionnant. D'accord. Tu as monté une structure qui s'appelle Azure Performance et tu organises aussi des stages d'entraînement. Tu peux nous en dire plus sur ces stages d'entraînement, en quoi ça consiste et où ils ont lieu? Alors c'est vrai que voilà, Azure Performance, je propose de l'entraînement à distance et de l'entraînement personnalisé, mais le souci que j'avais, la petite frustration que j'avais, c'est que je rencontrais très rarement les sportifs que j'entraînais. Donc c'est vrai que cette année, et déjà un petit peu l'année dernière, j'ai décidé de lancer des week-ends, des regroupements de trailers. Alors essentiellement, les deux premiers auront lieu au mois d'avril et au mois de mai au Mont Ventoux, dans le Vaucluse. Un premier week-end qui est assez orienté vers la découverte du trail running. Donc des gens qui débutent, alors qui courent sur route, mais qui connaissent pas vraiment la pratique au milieu des pierriers, qui connaissent pas trop la pratique, la gestion de l'effort dans les montées, la technicité dans les descentes. Donc ça c'est un premier week-end. Et un deuxième week-end qui est quand même déjà un petit peu plus orienté vers la performance, qui aura lieu toujours au Mont Ventoux le troisième week-end de mai, où là on va quand même essayer d'enquiller pas mal de kilomètres, entre 40 et 50 kilomètres, et de grosses dénivelées. Donc là l'idée ce sera de travailler autant sur la construction des séances d'entraînement dans la préparation de manière générale, mais aussi d'évaluer un petit peu le niveau physique des coureurs qui seront présents. Et enfin, il y aura, je projette un troisième camp d'entraînement, toujours sur un week-end, le samedi et le dimanche, au mois de juillet, sur la station trail de Loisan, à Villars-Recula. Et pour vous situer, Villars-Recula, c'est un des hameaux qui est situé à côté de l'Alpe d'Huez en Isère. D'accord. Donc on va attaquer dans le vif du sujet. D'abord, c'est quoi pour toi la définition du trail? Parce qu'on entend trail découverte, trail course nature et tout ça. C'est pourquoi? C'est quoi pour toi la définition du trail? Alors c'est vrai que j'ai une définition qui est un peu particulière parce que j'ai la chance de pratiquer dans des endroits qui sont assez vallonnés. Pour moi, le trail running, c'est de la course en montagne, ou du moins c'est de la course en colline, ce qu'on appellerait une course nature où on court en forêt avec des dénivelés peu importantes. Voilà, je mettrais ça, c'est une déclinaison de la course sur route sur laquelle il y a des demandes, notamment musculaires et techniques, qui sont bien moins importantes qu'en trail running, où on est obligé de courir en montée, marcher vite ou courir en montée. On doit être capable de franchir des difficultés, des pierriers, être capable d'être performant dans des singles. Donc pour moi, le trail running, ça doit se passer avec des montées, des descentes, très basiquement.
Moi là actuellement je suis basé à Cannes, donc j'ai les Alpes qui sont pas très très loin, hein, qui viennent descendre jusqu'au bord de mer, mais de manière générale pendant que moi je pratique dans les stérels, et les stérels, bah, ce n'est qu'une succession, ce sont des anciens volcans, ce n'est qu'une succession de montées, descentes, donc ça monte pas très très haut, hein, ça monte à 400 mètres au plus haut, mais vous avez des superbes singles, et donc pour moi le trail running c'est ça, c'est être capable d'évoluer sur un parcours. La distance importe peu, hein. On peut avoir des trails courts de 11-12 km qui sont très, très techniques et très exigeants. Et ça peut aller jusqu'à l'ultra. Mais pour moi, le trail se passe en montagne ou en cas en colline et doit comporter quand même un dénivelé positif et négatif assez important. Ok. Alors, quels sont les grands principes, les principaux axes que l'on doit retrouver dans un entraînement spécifique au trail? Alors, une des bases, à mon sens, c'est tout simplement de courir. Là, par contre, je vais revenir sur le terme de nature, c'est de courir en nature. Ne faire que de la route vous rend routier et vous enlève certaines qualités qui sont nécessaires pour évoluer sur des chemins, en montée, en descente. Ne faire que du trail aussi, hein, ne vous rendra pas forcément performant sur route. Moi j'en fais l'expérience lorsque je retourne courir un petit peu sur du bitume, je trouve ça souvent presque plus dur que d'aller courir dans les sentiers. Donc déjà c'est en nature, c'est aller se confronter à des chemins qui sont irréguliers, à des dénivelés irréguliers, être capable de descendre de préférence rapidement et surtout en sécurité. Donc c'est dans tous les cas voilà, c'est se confronter à la nature. Après c'est travailler quand même une grosse endurance. En règle générale, les courses, même sur un trail court de 10 km, par exemple ce week-end, par chez nous, il y avait le trail d'Aise, le petit parcours faisait 11 km, je crois. Ça n'a pas dû être bouclé en moins d'une heure. D'accord? Donc pour donner un ordre d'idée, 11 km sur route, pour des bons coureurs, enfin pour des coureurs réguliers, ça peut se boucler en 40-45 minutes, allez peut-être 50 minutes, mais avec une relative facilité. Donc quand même une certaine endurance, une certaine caisse pour être capable d'utiliser de l'énergie efficacement pendant des durées qui vont de 1 heure. Et puis bon, on peut aller jusqu'à des ultra-trails où on va commencer à avoir des efforts qui vont jusqu'à 30-35 heures. D'accord. Et donc, du coup, dans ces grands principes d'entraînement, on va retrouver donc la séance en endurance, on va dire, qui va se travailler spécifiquement sur le parcours, un parcours trail ou un parcours nature. On va retrouver aussi une séance, j'imagine, de VMA. Alors, est-ce que la VMA, on va la travailler spécifiquement en côte ou on va travailler aussi sur des chemins, enfin, sur des chemins plats ou sur une piste? Alors là-dessus, je suis assez partisan de passer un petit peu partout. Vous avez accès à une piste d'athlétisme, vous allez pouvoir travailler avec une grande précision. Si vous connaissez votre VMA, vous allez pouvoir définir un temps par rapport à une distance que vous allez parcourir. Et sur une piste d'athlétisme, c'est facile. Les distances sont régulières et sont marquées au sol. Vous pouvez travailler vraiment avec précision et ça va vous permettre quand même de donner une certaine tonicité, une certaine vitesse que vous aurez beaucoup de mal à obtenir même sur un sentier plat en nature. Mais en parallèle, des séances de fractionnés en côte me semblent tout à fait nécessaires parce que c'est la réalité du trail. Donc je suis assez partisan voilà, de passer autant sur du plat et notamment de la piste d'athlétisme et aussi mettre en œuvre des séances de fractionnés, alors par contre qui se feront uniquement au chrono et puis à la distance, mais donc ces séances de fractionnés dans des côtes, et dans des côtes, alors soit dans des côtes relativement avec des pentes relativement faibles pour pouvoir courir, mais ça se fait aussi sur des côtes avec des forts dénivelés où il va falloir être capable d'alterner la course et la marche et trouver le bon moment entre le moment où je cours mais ça devient énergétiquement beaucoup trop épuisant, donc il va falloir que je trouve des techniques de marche où je vais pouvoir être vraiment efficace. D'accord. Alors, pour en revenir justement un petit peu sur l'entraînement en côte, tout le monde n'a pas la chance d'habiter près d'une montagne ou près d'une région assez vallonnée. Par exemple, moi je vois ça quand j'habitais Paris, maintenant que j'habite en Bretagne, lorsque je prépare un trail en montagne, donc avec par exemple sur un trail de 40 ou 45 km avec 2500 mètres de dénivelé positif, je suis quand même, on va dire, entre guillemets, emmerdé par le fait que je n'ai pas de côte autour de chez moi. Alors, comment je pourrais procéder pour pallier ce problème?
Alors, ce qu'on appelle une côte, faut peut-être pas forcément aller chercher le long sentier qu'on va gravir en une demi-heure, 40 minutes ou une heure qu'on peut trouver typiquement dans les massifs comme les Pyrénées ou les Alpes. Déjà, une côte que vous allez gravir, allez au maximum en une minute, déjà on peut faire un bon travail. D'accord. Une côte qui fait 500 mètres. Et puis si vous avez vraiment pas beaucoup de côte et que cette côte, ben, vous allez devoir courir sur du bitume, c'est toujours ça de prix. Pour faire un fractionné en côte, ce sera pas mal. Si vraiment vous êtes dans une région où les dénivelés sont vraiment très très faibles, il y a quelque chose qui est possible de faire, c'est de mixer des exercices de renforcement musculaire avec du travail de sprint. C'est-à-dire, par exemple, le travail de fente sautée, qui sont des exercices qui vont vraiment vous fatiguer musculairement. Et juste derrière, on va essayer de mettre en place un sprint de 100, 150 mètres, 200 mètres, sur lequel là, vous allez devoir courir le plus vite possible, mais avec déjà cette fatigue musculaire, une fatigue musculaire qu'on va rencontrer lorsqu'on court en côte. Donc ça peut être une alternative si vraiment on n'a pas de côte à disposition. Après, je suis à peu près sûr qu'en cherchant bien dans toutes les régions de France, on arrive quand même à trouver une côte de 500 mètres, même pas très raide, et qui permettra quand même d'avoir un travail relativement efficace. Donc là, on a vu le travail de VMA, le travail en côte. Et pour la séance au seuil, donc comment on doit procéder? Est-ce que l'on doit la faire pareil sur un circuit plat ou alors sur un circuit vallonné? Alors, déjà, le travail de VMA ou de vitesse maximale aérobie ascensionnelle, hein, parce qu'on fait du trail, donc en général, comme je vous l'ai dit, pour moi, ça se fait avec des côtes, donc il faut être efficace en côte. Et le travail de seuil, tout ça, ça va être déjà aussi à poser à certains moments de la saison. Il y a certains moments où on va être quand même plus sur de la VMA, d'autres sur du seuil. Pour moi, là, par contre, le travail de seuil, c'est tout ce qui va être proche des allures de course, d'accord. Et donc là, il va falloir que ça se rapproche le plus possible de la spécificité du trail. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire du seuil dans un sentier qui est complètement raviné, qui est complètement pourri, où c'est un chantier, et vous allez être obligé de marcher. Mais du point de vue de l'intensité de l'effort, on va se situer à des allures de seuil. Donc moi là-dessus, je suis vraiment partisan de venir mettre le nez dans les sentiers lorsqu'on est en train de travailler ce genre d'exercice. D'accord. Tu as commencé à nous en parler un petit peu de la planification de l'entraînement. Comment on doit planifier l'entraînement en trail, par exemple, pour celui qui prépare plusieurs trails, donc on sait que c'est exigeant physiquement, celui qui a deux ou trois trails de 40 ou 50 km de la saison, et parfois un ultra d'une centaine de kilomètres en plus. euh, quels sont les grands principes qu'il doit avoir dans sa planification? Comment il doit articuler sa saison? Bah, déjà, il me semble qu'il ne faut pas être un boulimique de course. Très souvent, je rencontre des gens qui enchaînent des courses et des courses et des courses et qui sont, allez, peut-être relativement réguliers sur la saison, mais qui ont du mal à évoluer dans leur performance ou dans leurs sensations. C'est-à-dire que du premier au dernier trail, ils vont finir dans le dur. Tout simplement parce qu'ils vont trop courir, vont faire trop de kilomètres en course. Ils vont se fatiguer. À l'échelle de la saison, ils vont être fatigués. Donc faire 3-4 trails de 50 km et avoir par exemple un ultra comme l'UTMB fin août, ça me semble une stratégie un peu difficile et presque un peu suicidaire. Euh, Moi, je suis plutôt partisan de partir de l'objectif principal, qui a lieu par exemple durant l'été. Alors des ultras, il y en a de plus en plus, hein, parce qu'au-delà de l'UTMB, il y a eu T4M, il y a le GRP, la Grande Traversée des Pyrénées, donc il y a quand même de quoi faire. Et à partir de cet objectif-là, commencer à jalonner le début de saison avec différentes courses, mais toujours en gardant quand même un délai de récupération euh, important. Pour vous donner un ordre d'idée, à mon sens, sur une course sur 100 miles, hein, d'accord, c'est-à-dire le format UTMB, c'est 3 semaines de récupération pour le coureur moyen. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, vous n'allez vraiment pas faire grand-chose du point de vue physique. Donc sur une épreuve de 100 km, pour moi, c'est
une bonne dizaine de jours de récupération. Pour 50 km, c'est une bonne semaine de récupération. Donc enchaîner des courses presque tous les week-ends ou avoir 2 courses par mois, ça peut faire beaucoup si vous avez un objectif ultra en fin de saison. Donc il faut bien faire attention à ça, bien se ménager des périodes de récupération entre les courses. Et une fois que vous avez posé vos courses, vous allez pouvoir poser vos blocs d'entraînement, dire bah là je vais faire un bloc de développement de ma vitesse ascensionnelle. Là je commence à me rapprocher des épreuves un peu importantes sur lesquelles j'aimerais être un peu performant, donc je vais commencer à mettre de l'allure de course. Là il va peut-être falloir que j'ai un petit bloc de récupération, de régénération, donc là ça va être poser peut-être les running, faire un peu de vélo, faire un peu de natation, faire un autre sport, avant de se remettre sur une préparation pour l'ultra. Et à mon sens, une préparation ultra, ça se fait sans compétition. Vous préparez l'UTMB, vous préparez la CCC, vous avez cette date butoir qui est fin août. Pour moi, juillet-août, il ne devrait pas y avoir de compétition. On se concentre uniquement sur l'entraînement, parce que l'entraînement permet vraiment de bien réguler l'intensité de l'effort qu'on met. Et lorsqu'on est en course, involontairement, on est tout le temps à fond. Et on a tendance à griller des cartouches qu'on ne devrait peut-être pas griller, alors qu'à l'entraînement, il est plus facile de moduler l'intensité qu'on met dans une séance, voire même de supprimer une séance parce qu'on est un peu fatigué, pour garder de l'énergie pour l'objectif ultra qui est en fin de saison. Je me souviens de quelque chose que j'avais lu de Grégoire Millet, là, dont on parlait tout à l'heure, Jean-Marc. Grégoire Millet, pour lui, l'affûtage pour l'UTMB, ou pour lui en l'occurrence c'était pour le Tour des Géants, lorsqu'il fait son podium au Tour des Géants, son affûtage c'est 3 semaines. C'est 3 semaines où il ne faisait plus grand chose, où il faisait que des efforts à basse intensité et pas très très longs. Ce qui peut être paradoxal alors qu'on va s'aligner sur une course, là pour le Tour des Géants, si je ne me trompe pas, je crois que c'est 300 ou 350 km. Tout à fait, ouais, c'est dans les 300 km. Ouais. Voilà, donc ça peut paraître paradoxal, mais il y a un moment, il faut quand même que son organisme il se régénère. Et lui tirer dessus toute la saison, ça va pas forcément le faire progresser, ça va avoir même plutôt l'effet inverse, hein, plutôt presque rentrer dans un effet de surentraînement. Et si on se blesse pas, à minima on sera pas très frais sur les compétitions, et à un moment la motivation du coureur va s'étioler, et à un moment les running on n'aura plus envie de les voir, donc ce serait dommage. Oui, tout à fait. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure du travail annexe à côté de la course à pied qu'on peut remplacer par du vélo, du PPG. En trail, par rapport à l'entraînement sur route, es-tu d'accord de dire qu'on peut le faire plus aisément et plus facilement pour renforcer ou pour rajouter un petit peu de temps à la séance avec du vélo ou des PPG? Oui, bien sûr, notamment sur les sorties longues, hein, sur les sorties longues ou ce qu'on appelle les randos courses. Les trailers que j'entraîne en règle générale, on essaye de combiner du vélo, alors soit sur route ou du VTT, et la course à pied. Un peu à la manière d'un triathlète qui va faire sa sortie à vélo, qui va tout de suite poser le vélo, mettre ses running pour aller courir. Ce qui est vraiment la spécificité du triathlon. L'avantage, par exemple, d'aller faire du vélo ou de faire une sortie longue à vélo, hein, sans courir derrière, c'est que le vélo, il n'y a pas de choc au sol. On n'a pas de risque de se faire une entorse. On est vraiment dans un confort du point de vue articulaire et du point de vue musculaire. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, courir très vite dans une descente, on dégrade du muscle, hein, on le renforce certes, mais on le dégrade dans un premier temps. Et l'avantage c'est qu'à vélo, tout ça, c'est quand même beaucoup plus souple pour l'organisme. Donc on a un petit peu mal, on s'est un peu tordu une cheville, on a un petit peu mal au dos. Remplacer une rando course de 5 à 8 heures par une bonne sortie vélo de 3-4 heures, ça peut être un bon palliatif. Et donc après, moi j'ai tendance à associer le vélo et la sortie longue. C'est-à-dire faire une sorte de pseudo-échauffement sur 45 minutes à 1 heure de vélo, à allure vraiment souple. Le coureur va venir déposer son vélo, va se mettre en tenue de trail et va partir courir. Ça, par contre, il va, au lieu d'aller courir peut-être 3 heures, il va aller courir qu'1 heure et demie. Il y aura déjà eu une certaine fatigue énergétique par le fait d'avoir fait du vélo, une certaine fatigue musculaire. Et donc le coureur va se retrouver tout de suite en situation de fatigue dès qu'il va commencer à trottiner, dès qu'il va se retrouver dans ses chemins. Donc ça permet de sauvegarder quand même un petit peu l'organisme sur du long terme aussi à l'échelle d'une saison, et pas aller se cramer, aller courir tout le temps. Il y a un moment, il faut être capable d'aller faire un petit peu autre chose. Parce que plus aller pédaler, aller faire du VTT, ça apporte plein de choses, hein.
pour le coureur, hein. La lecture d'un chemin, moi il me semble qu'il y a quelque chose qui est assez important pour être performant dans des singles, en descente, c'est la lecture du chemin. Le VTT, ça peut apporter, ça peut aider un peu ça, parce que quand vous vous engagez dans un single, vous vous déplacez plus vite que lorsque vous êtes en course à pied, et vous devez vraiment analyser la trajectoire que vous allez prendre un petit peu plus rapidement. Donc ça me semble intéressant pour le trailer. C'est une très bonne remarque. Et je voudrais revenir sur la musculation, sur l'entraînement en trail. Est-ce qu'on peut y associer aussi la musculation, par exemple des semi-squats ou du travail sur les jambes pour justement, pour celui par exemple qui est en pleine, de renforcer sa musculature au niveau des cuisses et des quadriceps? Alors, moi là-dessus, je suis passé d'un état d'esprit où la PPG était vraiment nécessaire, parce que je viens d'un sport, enfin je viens de deux sports, moi je viens de la gymnastique et de la voile olympique. La voile olympique, c'est les petits dériveurs qu'on voit aux Jeux olympiques. Donc où la PPG, la musculation, était vraiment nécessaire pour être performant et pour se protéger contre la blessure. Et plus ça va, moins j'en propose de la PPG, parce que tout simplement, tout le monde n'est pas professionnel et tout le monde n'a pas du temps. Alors ce serait pas à perdre, mais du temps à mettre dans la PPG. Je préfère qu'un coureur se fasse une bonne séance de côte avec justement des fentes, des maintiens en position de chousse, d'accord. C'est on descend quasiment accroupi, comme si on faisait du chousse à ski, pour se fatiguer les jambes et les renforcer derrière avec de la course. Je sens que ça sera plus efficace que d'aller se mettre sous une barre de musculation. Il va falloir quand même une certaine connaissance du mouvement de musculation pour bien le réaliser, et puis quand même un équipement, quoi. Avoir une barre à squat, soit vous l'avez chez vous, ça demande quand même un peu de place et un certain investissement, soit faut aller en salle de fitness, et là aussi ça va vous demander un investissement, au-delà de l'investissement de temps, un investissement financier. Donc aujourd'hui, pour moi, en trail, la PPG n'est nécessaire que pour se protéger des blessures. D'accord. Pour le coureur lambda, pour se protéger des blessures, c'est-à-dire travail sur le renforcement des chevilles et des genoux pour la proprioception, éviter les entorses, et 2, du gainage pour éviter de se faire mal au dos. D'accord. Renforcement des abdominaux profonds. Tout ce qui est après, tous les exercices où il va falloir se mettre sous une barre de musculation, à moins d'avoir beaucoup de temps et d'être quasiment professionnel, je vois pas plus d'intérêt que ça. Je préfère que les gens aillent courir ou aillent faire une activité physique annexe, du vélo ou de la natation. Ce sera peut-être plus profitable au final. D'accord. Tu en as parlé plusieurs fois, tu es revenu plusieurs fois dessus, sur le travail en descente. Alors ça, c'est vrai que on voit beaucoup de coureurs. Moi, le premier, c'est là que je perds le plus de temps. J'ai l'impression de perdre le plus de temps dans les descentes. Euh, Comment on peut travailler ça et comment on peut pallier à ce problème? Alors c'est vrai que la descente, c'est un peu particulier parce que c'est du feeling, c'est de la gestion du risque. Euh, Autant courir vite sur du plat, ça donne, enfin, la gestion du risque est très facile, hein, c'est très limité. Et puis on peut vraiment forcer, on a envie de pousser fort dans les jambes, on va courir vite. Par contre, se forcer à descendre vite, il y a un mélange de peur, d'appréhension, et puis il faut pas se leurrer, hein, s'envoyer dans un single avec des cailloux dans tous les sens, des racines, si on se loupe, on peut tomber, on peut se faire très mal. Ça arrive, hein, j'ai vu le teaser de Kylian Jornet là, sur son nouveau film. On voit dans la petite bande-annonce que même lui, hein, même Kylian Jornet, de temps en temps, se prend les pieds dans le tapis et finit à plat ventre dans les cailloux. Donc c'est un peu difficile de travailler la descente parce il y aura un gros travail psychologique. La personne qui est un petit peu craintive en descente, il sera difficile de lui dire, moi je peux pas lui mettre dans un plan d'entraînement, bah écoute, tu vas me faire 3 fois 500 mètres en descente au taquet. La personne, si elle n'arrive pas à se lâcher, elle n'arrivera pas à se lâcher, hein. J'aurais beau lui proposer toutes les séances que je veux, sur le papier, ça ne pourra pas forcément évoluer. S'il y a quelque chose qui me semble important, c'est la confiance qu'on a dans ses appuis. Donc au-delà du petit travail par exemple, de proprioception dont je parlais là juste avant en PPG, avoir une confiance absolue dans l'accroche de ses chaussures. Moi pour ma part, par exemple, je cours avec une paire de Salomon Felcross, sont des chaussures avec des gros crampons. J'ai couru, et je cours encore avec des Salomon Sense,
Je me vois pas m'envoyer dans des descentes ultra techniques, comme j'ai en plus par chez moi dans les styrènes où c'est plein de cailloux, où c'est raviné par les pluies. Je me vois pas m'envoyer en toute sécurité avec des Salomon Sense au pied. Il y en a certains qui arrivent, hein, bravo, mais moi j'ai pas la confiance que j'ai pendant mes Salomon Sense, où j'ai un gros grip, où je sais que si je vais poser le pied sur un caillou, sur un endroit précis, ma chaussure, mon pied va pas se dérober. Je vais pas glisser, je vais pas tomber. Donc déjà, il faut avoir quand même une certaine confiance dans ses chaussures. Après, c'est de la pratique. Si vous voulez vraiment travailler de la descente, à mon sens, trouvez-vous un chemin, déjà une large piste, soyez capable de courir vite sur une large piste forestière qui descend. Ça, c'est quelque chose, moi, que je fais régulièrement, courir très très vite sur des grosses pistes, d'accord, qui normalement permettent l'accès des camions de pompiers l'été s'il y a un feu de forêt, et courir vite. Et c'est apprendre à dérouler et à courir le plus naturellement possible, comme si on était sur du plat. Au-delà de la confiance, ça va renforcer vos appuis. Je parle souvent du terme de pied fort. Avoir un pied qui va faire en sorte que l'appui ne bouge pas, vous allez pouvoir transmettre de l'énergie dans le sol, et en plus ça va renforcer vos muscles au niveau des cuisses et des fessiers, parce que le travail en descente fatigue quand même beaucoup musculairement, donc ça vous permet d'assimiler un petit peu, d'adapter, que vos muscles s'adaptent à ce travail de descente. Après, si vous voulez commencer à travailler dans des chemins un petit peu techniques, le premier truc à faire, c'est avant de le descendre comme un fou en courant, c'est de le repérer en marchant. Un peu comme font les pilotes en trial, les descendeurs en ski, ils repèrent lentement le parcours pour pouvoir se rendre compte à quel endroit ça peut potentiellement glisser, à quel endroit j'ai une racine, à quel endroit on peut se relâcher un petit peu, repérer le single en marchant, remonter ce single et puis essayer de le descendre vite. Le remonter une nouvelle fois et le redescendre vite. Moi, il y a une séance que je fais en général avant les grosses courses qui correspond à entre 10 et 12 fois 2 minutes de montée très très raide. Et ce sentier, il faut bien le descendre. Alors c'est vrai que quand j'arrive au sommet du sentier, je suis quand même bien essoufflé, un peu fatigué, donc au début je le descends lentement. Et au fur et à mesure des répétitions, vu que j'arrête pas de descendre le même sentier, je le descends de plus en plus vite, et de plus en plus vite, alors que je suis de plus en plus fatigué. Et ben le fait de descendre vite, ça me donne une certaine assurance qu'en course, ça me donne quand même un petit avantage. Je suis pas un chamois en descente, mais je pense que par rapport à la moyenne, je descends relativement bien grâce à ce genre d'exercice. C'est un travail de descente qui est caché, parce que moi, l'essentiel de l'effort va se faire dans la montée. Mais vu qu'il va falloir redescendre ce sentier, et c'est un sentier en plus qui est très technique, qui est bien raviné par les orages, on finit par avoir des appuis solides, on apprend aussi à utiliser ses bras. Regardez Kilian Jornet, qui reste le modèle pour tout le monde en trail. Quand vous le voyez courir en descente, il déplie les ailes, il a les bras bien écartés sur le côté pour s'équilibrer, pour être prêt à accrocher, pour poser la main au sol, accrocher une branche ou un tronc d'arbre pour se ralentir un petit peu. Donc ça c'est important, on ne peut pas en descente, on met les bras contre soi, on écarte un peu les mains et on vient chercher, on vient s'équilibrer. D'accord, merci pour le conseil, je vais essayer d'en faire bon usage. Et tu as commencé à nous en parler un petit peu avec le matériel également, parce qu'en trail, on sait que le matériel a aussi son importance. Et comme on n'a pas les ravitaillements tous les 5 km comme une course haute, tu nous en as parlé un petit peu avec les chaussures. L'entraînement, j'imagine, doit se faire aussi également avec l'équipement trail nécessaire. Par exemple, sur les rangs de course, on doit partir avec son matériel que l'on compte utiliser en course. Bien Euh, sûr. quels seraient les conseils que tu donnerais là-dessus, sur le matériel à utiliser, par exemple, pas sur les marques, mais comment optimiser au maximum son matériel sur un trail, on va dire 40-50 km, et ensuite sur un ultra trail, quels seraient les conseils que tu donnerais? Tu vois, le premier conseil, c'est presque toi qui l'as donné, c'est dès les premières rangs de course, c'est utiliser le matériel de compétition. S'assurer que le haut qu'on a, le short qu'on a, les chaussures, les chaussettes qu'on a, le camelback qu'on a, ne va pas vous gêner sur du long terme, ne va pas vous blesser. On a tous en tête une paire de chaussettes qui crée des ampoules, on a tous en tête un t-shirt qui brûle un petit peu sous les aisselles ou au niveau des tétons. C'est important, c'est pas le jour de la course qu'il va falloir se rendre compte au bout de 4 heures de course qu'on est blessé à un endroit, et ça va vous pourrir votre course. Donc c'est dès les premiers rangs de course, je teste mon matériel.
Une fois que c'est testé et que c'est approuvé, le matériel, vous pouvez le mettre de côté pour pas trop l'user et pour le conserver pour le jour de course. Mais il faut essayer son matériel à l'avance. Après, en termes de chaussures, de chaussettes, j'ai pas tant de conseils que ça, parce que ça reste assez personnel. Il y a des gens qui aiment courir en corsaire ou en cuissard, en lycra, d'autres qui aiment courir en short. Euh, c'est vraiment au feeling. C'est vraiment au feeling. Par contre, ce qui est clair, c'est que quand vous partez sur un lieu de course, il faut prévoir votre matériel, il faut prévoir du matériel de pluie, jusqu'au matériel, jusqu'à l'habillement, beau temps, grand beau temps chaud. Et pas être pris au dépourvu à devoir faire une course sous des bonnes températures alors qu'on a pris que des affaires un peu chaudes, et inversement, pas finir sous la pluie, en débardeur et en short court alors qu'il aurait fallu une veste de pluie. Après, de toute façon, ensuite, c'est du point de vue sécurité, les organisateurs nous imposent de plus en plus un matériel de sécurité minimum. Il n'y a qu'à voir la liste qui est nécessaire, la liste d'habillement qui est nécessaire pour faire notamment l'UTMB, où il y a vraiment des normes de respirabilité et d'imperméabilité, je vais y arriver, qui sont données. Donc on a de moins en moins de liberté malgré tout, parce que les organisateurs veulent être sûrs que vous allez pratiquer, vous allez réaliser la course en toute sécurité, que le coureur pourra s'habiller correctement, ne pas avoir une hypothermie, ne pas. Vous voyez, l'habillement est aussi un gage de sécurité à ce niveau-là. Il y a encore eu, il n'y a pas très longtemps, un jugement suite au décès de 3 trailers sur un trail dans le Mercantour, parce que les gens n'étaient pas assez habillés et ils ont été surpris par la grêle et la neige et ils sont morts de froid. Ça, les organisateurs, c'est leur plus grosse crainte. Et on ne doit pas mettre sa santé en danger, on ne doit pas se mettre en danger par un habillement trop léger ou. Vous voyez, c'est après le choix du matériel définitif reste très personnel. Il y en a certains, ils vont prêcher que par Salomon, d'autres que par Red Light, d'autres que par des chaussures Oka, d'autres que par j'en sais rien moi, du North Face. C'est très personnel. Moi personnellement, vous voyez, quand je suis habillé pour aller faire une course, j'ai toutes les marques sur moi. J'ai rien de très spécifique à une marque parce que j'essaye d'aller chercher le matériel qui me convient le mieux à ma pratique. Ok. Beaucoup de trailers utilisent aussi les bâtons sur les ultra trails, tout ça. Quel est ton avis dessus et comment se préparer avec les bâtons? Doit-on les utiliser uniquement sur les rangs de course ou aussi par exemple sur les séances de seuil ou de travail de côte et de descente? Bah, là-dessus, je suis assez embêté parce que je suis un mauvais exemple. Moi, j'utilise pas les bâtons. J'utilise pas les bâtons et je le conseille pas trop. Je trouve que sur une course, il y en a certains, ils vont prêcher vraiment que par les bâtons. Il me semble qu'on a vu par exemple Xavier Thévenard, qui gagne l'UTMB l'année dernière, utilise les bâtons. Le seul souci, c'est que vous rajoutez de l'équipement qu'il va falloir gérer en descente. Moi je trouve ça un peu dangereux les bâtons en descente si on les range pas dans le sac à dos, et ce qui me gêne c'est de devoir m'arrêter au sommet d'une côte, devoir enlever mon sac à dos, replier les bâtons et ranger dans mon sac à dos. Ça me gêne. Donc c'est là-dessus faites différents bons conseils parce que les bâtons je les utilise pas et probablement si on m'en donne je les utiliserai très mal. Donc là-dessus on va dire que c'est mon petit joker. D'accord, ok. C'est noté pour le joker. Au niveau des entraînements en course à pied, combien de séances il faut pour progresser, que ce soit en trail ou en course sur route? Est-ce que 3 séances suffisent ou il vaut mieux plus il y en a, mieux c'est? Dans l'idée, et puis il y en a, mieux c'est. Mais après, il faut être capable d'assumer ces séances. Il faut être capable de se donner un peu de temps pour récupérer. Je reviens là-dessus, hein. La récupération fait partie de l'entraînement. Donc se mettre 6 séances par semaine et avoir juste un jour off, je ne sais pas si tout le monde est capable de le faire. Je pense que préparer les trails avec 3 séances par semaine, c'est bien. C'est bien. Pour le coureur moyen qui va travailler entre 35 et 40 heures par semaine, qui a une famille, c'est bien. Tout le monde n'est pas Kylian Jornet, tout le monde ne peut pas courir tous les jours, parce que Kylian Jornet, je suis sûr qu'il a un jour off dans sa semaine. Donc le coureur moyen, 3 voire 4 séances de la semaine, c'est très bien. Ça permet d'avoir des jours de récupération entre les séances et peut-être de faire un week-end un petit peu plus fourni avec une sortie le samedi, une sortie le dimanche. Mais en 3 séances, on a de très bons résultats et vous pouvez être très performant. Il
faut pas se dire obligatoirement plus je vais courir, plus je vais progresser, parce que voilà, encore une fois, si votre organisme n'est pas prêt à assumer ces séances et si vous n'avez pas le temps matériel pour récupérer, ça va être à votre détriment et vous allez très rapidement rentrer en surentraînement. Par contre, il est clair qu'en dessous de deux séances d'entraînement, il faudra peut-être se limiter à des trails courts, c'est-à-dire inférieurs à 20 km. Parce que tout simplement, vous n'aurez peut-être pas le volume d'entraînement, le kilométrage nécessaire pour assurer une course dans de bonnes conditions sur 2 heures, 2h30 à d'affilée, voire 3 heures. Ok. Et donc, par exemple, sur un trailer qui n'a que 3 ou 4 séances, enfin, on va dire 3 séances dans la semaine, euh, quel axe il doit privilégier? Donc, j'imagine une sortie en VMA, une sortie au seuil et une sortie en endurance, ou alors c'est un mixte un petit peu des trois, ou alors avec du vélo aussi. Comment, Ouais, comment il doit moi, s'organiser? Qu'est-ce qu'il doit mettre en pour lumière moi, plutôt? 4 séances d'entraînement. Alors, allez, on va partir sur 4 séances par semaine. À mon sens, l'idéal, ce serait de se répartir des séances le mardi, le jeudi, des séances un petit peu plus courtes, mais intenses. Tout ce qui est le travail de développement, donc par exemple une séance VMA, puis après travail de seuil et d'allure de course, et une séance un petit peu plus technique, parce qu'à mon sens, la technique est nécessaire en trail. La lecture du sentier, donc le travail en descente, ça me semble important. Mais ça demande aussi beaucoup de concentration, donc ce sont des séances un petit peu plus courtes, et se réserver le week-end, le samedi et le dimanche, pour peut-être une sortie à vélo, et la fameuse sorte de course ou sortie longue pour le dimanche, où on a un petit peu plus de temps, on peut prendre le temps de s'équiper, d'aller faire 2 heures de vélo, ou d'aller se faire 2 heures de course à pied, voire plus lorsque les beaux jours reviennent. Ça me semble être la bonne organisation. Mais ce qu'il faut, voilà, c'est être sûr que son organisme il est capable d'assumer ces séances. 4 séances d'entraînement, déjà, ça demande quand même pas mal d'efforts, et donc il faut être capable de récupérer entre ces séances. Lorsqu'on est le coureur moyen qui travaille 35 à 40 heures par semaine, qui a une famille, qui a des contraintes professionnelles, faut quand même pouvoir récupérer correctement. Tout le monde n'est pas Kylian Jornet, tout le monde ne peut pas courir tous les jours. D'accord. Tu nous parles beaucoup de récupération, qu'elle soit active ou passive. Euh, co- comment on peut récupérer correctement d'une séance, que ce soit une rando course ou tout simplement un entraînement au seuil? Cela passe-t-il obligatoirement par les étirements? Alors, oui, oui, les étirements en font partie. Après, les étirements, aujourd'hui, personne n'est d'accord sur les étirements. Moi, oui, personnellement, je préconise les étirements parce que on engendre des contraintes musculaires qui vont se répercuter sur les tendons et qui vont engendrer des tendinites. Donc, vous discutez avec un kiné. Si vous voulez limiter le risque de tendinite au niveau du tendon d'Achille, à la base du mollet, lui, qu'est-ce qu'il va vous dire? C'est je te recommande de t'étirer tes mollets régulièrement pour éviter que ces tensions restent et que ça crée des contraintes. Donc, oui, oui, les étirements. Après, la récupération, elle passe par un premier pilier qui est l'alimentation. Alimentation régulière pendant l'entraînement. On imagine pendant une rando course, il va falloir boire et manger régulièrement. Mais dès la fin de la séance, on a une fenêtre métabolique d'1h30 à 2 heures pour laquelle il va falloir s'alimenter, il va falloir compenser la perte énergétique. Cette fenêtre métabolique, si vous ne l'utilisez pas correctement, la récupération va être difficile. Deuxième pilier de la récupération, à mon sens, l'hydratation. Et là aussi, si vous ne buvez pas assez pendant la séance, si vous ne buvez pas à la suite de la séance, ça va être difficile de récupérer. Juste pour vous donner un ordre d'idée, 1% du poids de corps qui est perdu en eau, d'accord, correspond à 10% de performance en moins. 10% de performance en moins sur le plan physique et intellectuel. D'accord. Donc un coureur de 80 kg, il perd 800 grammes d'eau, ce qui est relativement facile s'il commence à faire un petit peu chaud. Ses performances vont baisser de 10%. D'accord. Donc il va falloir boire pendant la séance et à la suite de la séance pour pouvoir compenser cette perte hydrique. Et après, il y a le sommeil. Si vous ne dormez pas assez, si vous ne dormez pas bien, la récupération sera difficile. C'est là aussi où je vous parlais qu'il faut être capable d'assumer
des séances d'entraînement régulières dans la semaine. Si vous avez des nuits un petit peu courtes pour X raisons, parce que le matin vous devez vous lever tôt pour partir au travail, ou vous couchez tard à cause du travail, ou que vous êtes un jeune papa ou une jeune maman et que votre bébé il se réveille la nuit, il faut lui donner un biberon, un truc comme ça va vous tuer vos nuits, et pour récupérer ça va être un peu plus difficile. Ok. Et est-ce que le fait de rajouter, par exemple, au niveau de récupération, de l'électrostimulation ou du glaçage après l'entraînement, pour améliorer justement et pour accélérer la récupération, est-ce que c'est un bon conseil à donner aussi? Oui, 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 l'électrostimulation, bon, bah, hormis la petite contrainte de devoir avoir un appareil euh, qui soit efficace pour ça, oui, l'électrostimulation, ça peut être pas mal en décrassage. Et là, au moins, ça permet de faire un décrassage en étant sur son lit ou sur son canapé, il y a juste à attendre que ça se passe. Donc c'est vrai que ça, c'est pas mal du tout. Glaçage, si vous commencez à avoir des douleurs articulaires, rien à dire, c'est le top. Du point de vue musculaire, par contre, le glaçage, ça va commencer à demander des petites contraintes techniques. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous ayez alors soit un bon torrent de montagne bien froid dans lequel aller mettre les jambes, mais sinon ça c'est un petit peu plus compliqué. Par contre, oui, l'alternance chaud-froid du point de vue musculaire pour récupérer, c'est super. C'est super. C'est quelque chose, si alors toi bon, t'es pas tout à fait en bord de mer, mais si tu vas courir en bord de mer, si tu vas faire ton footing sur le remblai de la Baule, derrière va mettre les jambes dans la mer, dans la baie de la Baule, à cette période elle doit pas être très chaude et ça te fera le plus grand bien. Moi, je cours en Bretagne, donc l'eau est très froide, même en été, et je ne mets pas les pieds dedans. Et ouais, et tu vois, et pourtant, bon, l'été, elle est quand même pas si froide que ça. Je dis pas que je m'y baignerai aussi, hein, mais Et je voudrais revenir sur un point, c'est sur le point de l'électrostimulation. hum, Euh, on en parle pour la récupération, mais il y a des appareils qui le font aussi, comme le Compex par exemple, pour l'entraînement. Quel est mhm. ton avis là-dessus? Euh, j'ai un mauvais a priori. J'ai un mauvais a priori, alors tout simplement parce que quand on renforce un muscle, c'est bien que le cerveau soit relié au muscle. Quand on court, c'est parce que notre cerveau envoie des influx nerveux, des petites décharges d'électricité dans nos jambes, dans les muscles de nos jambes, pour qu'on puisse avoir la foulée. Et l'électrostimulation, en fin de compte, c'est la machine, d'accord? C'est le petit boîtier qui va envoyer l'électricité dans nos muscles. Et je trouve ça un peu dommage de développer un muscle sans le relier à notre cerveau qui va nous permettre d'avoir un mouvement fluide et efficace. Donc c'est vrai que là-dessus, j'ai un a priori assez négatif. Après, c'est le renforcement musculaire avec l'électrostimulation. Ça peut être pas mal si vous vous blessez. Vous faites mal à un genou, vous faites mal à une cheville, vous ne pouvez pas courir pendant quelques jours. Ça peut permettre d'entretenir un petit peu le capital musculaire temporairement. Mais à mon sens, ça ne doit pas être un outil de développement musculaire. Le développement musculaire, il se fait en courant ou il se fait vraiment si vous avez le temps et si vous avez les moyens sous une barre de musculation. D'accord. Euh, En renforcement musculaire aussi, est-ce que le fait de faire des descentes, enfin des montées d'escalier, des descentes d'escalier, est-ce que ça peut être considéré ici comme un travail en côte ou pas? Ouais, voilà, c'est du travail en côte. On, ça va plus être juste du renforcement musculaire. À moins d'avoir des très très longs escaliers, je sais pas, j'imagine avec Montmartre avec ses escaliers. Nous, ici à Sophie Antipolis, on a des escaliers qui font 300 mètres de long. Déjà, oui, ça parle un peu, quoi. Mais quand on a juste une dizaine de marches, non, on peut pas prendre ça comme un travail de côte. Par contre, ce sont des exercices à faire, par exemple, franchissement de marche 2 par 2, 3 par 3, des bondissements dans les escaliers, de très très bons exercices de renforcement. Ça, par contre, vous pouvez faire, par exemple, vous avez 10-12 marches d'escalier, bondissement 2 marches par 2 marches, vous redescendez les escaliers, et après sur le plat, vous faites un sprint de 100, 150 mètres, voire 200 mètres, et vous récupérez. On refait l'exercice. Je monte mes escaliers par bondissement, et je vais courir derrière. Là, par contre, ce sont des exercices qui sont très très intéressants. Très bien, très bien. Maintenant, bon, on imagine, ça y est, l'entraînement est fini, enfin pratiquement fini, je suis prêt, ma course est dans 15 jours, 3 semaines. Mhm. Comment se déroulent les derniers entraînements? Qu'est-ce qu'on doit privilégier? Euh, alors, a
privilégier dans cette période un peu finale, cette préparation finale, ça s'appelle l'affûtage ou le tapering. Dans cet affûtage, l'idée c'est de permettre à ton organisme de se recharger, de se régénérer après tous les entraînements que tu as pu faire en préparation. D'accord? Donc il va falloir donner du temps à ton organisme. Donc il va falloir espacer un petit peu les entraînements, les rendre un petit peu moins longs. Mais malgré tout, il va falloir garder un petit peu d'intensité, sinon on va se désentraîner. Donc c'est là où c'est assez personnel, il n'y a pas de formule magique. Hein. Il va falloir être capable de jongler entre la baisse du volume, qui doit être relativement progressive, au fur et à mesure, voilà, les 3 semaines avant une épreuve, on peut se permettre encore de faire des sorties de 2h, 2h30 à pied, alors que 3 jours avant, peut-être que 30-40 minutes de course à pied, ce sera amplement suffisant pour entretenir son capital musculaire et physiologique sans trop se fatiguer. Et en même temps, donc, il va falloir garder quand même des petites touches d'intensité, sinon votre organisme va se désentraîner. Donc c'est-à-dire reprendre des exercices intenses mais courts, du style des 30-30 en côte, les exercices dont on a parlé, petit bondissement dans les escaliers suivi d'un sprint, mais voilà, par petites touches, pour conserver le capital qu'on a réussi à faire fructifier par tout le programme d'entraînement en vue de l'objectif. Ok. Donc la course passe et la récupération, tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure, selon que c'était un trail, on va dire, il faut une semaine, 10 jours. Pareil pour enfin, un peu plus long pour l'ultra trail. La reprise de l'entraînement va se faire comment? Est-ce qu'on rattaque directement un plan ou est-ce qu'on passe par une période de transition? Moi, j'aime bien mettre une période de transition. J'aime bien mettre une période de transition où on va faire un peu autre chose. Parce que toutes les activités physiques que vous allez faire en parallèle du trail, potentiellement vont vous servir. Mais on peut vraiment aller chercher très loin. Vous pouvez dire, vous allez faire de la danse, tous les petits pas que vous allez apprendre en danse vont vous renforcer les chevilles. D'accord? Vous allez nager, vous allez travailler votre gainage, vous allez faire du vélo, vous allez renforcer vos jambes et travailler du point de vue physiologique, du point de vue énergétique. En cherchant bien toutes les activités un petit peu, enfin les activités parallèles et pas forcément des activités d'endurance peuvent vous aider dans votre sport principal. Mais j'aime bien l'idée de période de transition, donc déjà avec une récupération, on imagine après l'UTMB 15 jours où on va vraiment pas faire grand chose, et ça fait du bien de temps en temps de pas aller courir. Hein. En plus, quand on remet les running, après on a vraiment envie d'y aller. Hein. Donc ça permet de faire remonter un petit peu la motivation, en même temps qu'on laisse son corps récupérer. Et puis après, ça va faire une reprise vraiment progressive pendant un mois et demi, où on va y aller un peu au feeling, c'est-à-dire les séances qu'on a envie de faire, la durée qu'on a envie de faire. On a prévu 1 heure, au bout de 45 minutes, on en a marre. On fait demi-tour, on rentre, il n'y a pas mort d'homme. Encore une fois, on n'est pas professionnel du trail. Moi, les gens que j'entraîne ne sont pas professionnels du trail, ne sont pas professionnels du triathlon. Donc, il y a un moment, moi, si un sportif me dit, écoute, Fred, cette séance, j'avais pas envie de la faire, j'étais pas motivé, j'étais un peu fatigué, pas de problème, il n'y a pas mort d'homme. Je préfère ça plutôt que la personne fasse son plan d'entraînement, suive tout son plan d'entraînement à la ligne, et que 15 jours avant la compétition qu'elle prépare, elle explose complètement, la cafetière explose, et puis elle me dise, c'est bon, j'ai plus envie de voir mon vélo, j'ai plus envie de voir mes running, je veux plus courir, ça me gave, ça me gonfle, je suis fatigué. Là, par contre, ça veut dire que j'ai mal fait mon travail. De le freiner un peu et ce serait dommage. Donc vraiment cette période de transition me semble important. C'est vraiment quelque chose qui va faire que vous allez pratiquer sur la durée. Et beaucoup de gens pratiquer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, monter très très vite sur les distances. Presque en 3 ans, normalement, on peut faire la course au point pour l'UTMB. Au bout de 3 ans, on va déjà faire l'UTMB. Mais se seront tellement investis de manière tellement violente, tellement intense en 3 ans, qu'une fois que l'UTMB est fait, des fois ils touchent plus jamais leur running avant 1, 2, 3, 10 ans peut-être, et je trouve ça dommage. L'idée c'est de profiter, c'est une super pratique le trail, enfin on court jamais sur les mêmes sentiers, les courses sont jamais les mêmes, et ça doit se faire, on doit pouvoir en profiter tout au long de sa vie, ce genre de truc. Et on ne doit pas exploser au bout de 2-3 ans parce qu'on s'est trop entraîné, on s'est jamais laissé le temps de souffler. Très bonne remarque. On voit beaucoup maintenant qu'il y a des trails à toute période de l'année, que ce soit l'hiver, avec les trails hivernaux, les crosses et compagnie.
Du coup, est-ce qu'il est nécessaire quand même de faire une coupure dans l'année? Bah, ça, Ou est-ce que justement le fait de justement de reprendre après un trail tout doucement, ça fait une petite coupure aussi? Est-ce que ça peut pallier à la coupure annuelle que l'on avait l'habitude avant d'avoir dans les entraînements? bien sûr, ouais, c'est le souci du trail, hein, et c'est un souci qu'on peut retrouver aussi en cyclisme, où une fois que la saison de course sur route est terminée, souvent les cyclistes vont faire du VTT ou du cyclocross. Bah, c'est le souci maintenant qu'on a en trail, c'est que vous avez des trails l'été, vous avez des trails au printemps, vous avez des trails à l'automne, et vous avez des snow trails l'hiver. C'est-à-dire que vous pouvez quasiment faire des courses 12 mois sur 12. À un moment, encore une fois, on revient un peu à la planification dont on a parlé l'autre fois. Faut faire des choix. Faut faire des choix où à un moment, on va dire, bah là, je vais pas faire de course. Je vais souffler un peu. Je vais me réentraîner avant de commencer à poser des courses. Après, aller faire un snow trail de 10 km. Voilà, c'est en 2 jours, vous avez récupéré. Vous êtes amusé dans la neige. En plus, c'est très intéressant. Moi, je suis un grand fan des snow trails. Je trouve ça dépaysant. Je trouve ça super. Voilà, très bien. Mais il y a un moment, il faut quand même poser dans son planning annuel, dans sa saison, faut quand même poser une période où il n'y a pas de course, on va souffler et on va se préparer sérieusement, on va se concentrer que sur l'entraînement et ça va faire du bien à l'organisme et on va progresser tout au long de la saison. Mm. Est-ce que l'utilisation d'un cardiofréquencemètre, justement pour freiner, par exemple, c'est celui qui fait beaucoup de compétition, est-ce que l'utilisation d'un cardiofréquencemètre peut s'avérer utile? Euh, Moi, j'ai un souci avec les cardiofréquencemètres, c'est que la fréquence cardiaque, c'est pas une donnée qui est très très fiable. Euh, Selon que vous êtes un peu fatigué, selon que vous êtes déshydraté, les valeurs vont plus être les mêmes. Donc j'ai beaucoup de mal avec le cardiofréquencemètre. Je préfère que quelqu'un fasse l'acquisition d'une montre GPS avec un altimètre pour avoir la dénivelée horaire lors de sa progression, alors que je sois en entraînement et en course, plutôt qu'un cardiofréquencemètre. Ou en plus, on imagine sur des courses un peu longues, le cardiofréquencemètre peut potentiellement vous blesser. Au niveau du sternum, vous allez avoir des échauffements, donc ça, moi j'ai du mal. La fréquence cardiaque, en tout cas, dans mes plans d'entraînement, c'est pas quelque chose que j'utilise. C'est pas quelque chose que j'utilise, et je préfère préciser sur certains exercices des dénivelés horaires à respecter en côte, plutôt et des vitesses à tenir, par exemple sur du plat, en fonction d'une VMA ou d'une vitesse critique, plutôt que la demande du respect d'une fréquence cardiaque, d'un pourcentage de fréquence cardiaque qui sera difficilement sera difficile à respecter. D'accord. Attends, attends. Dernière question que j'ai envie de te poser. Donc tu nous dis que le cardio, tu ne le préconises pas trop dans tes programmes d'entraînement. Donc on est plutôt sur des temps à respecter en vitesse sensationnelle ou vitesse sur route. Mhm. Euh, est-ce que cela aussi, c'est pas un peu, enfin, ça peut être contraignant aussi pour le coureur, parce que bon, selon les parcours en trail, on imagine que la vitesse, même ascensionnelle, ne va pas être identique. Donc, il faut vraiment bien connaître le terrain sur lequel on va pratiquer ces exercices. Ouais, ça, par contre, c'est vrai que c'est la contrainte, c'est que faut quand même maîtriser un peu les sentiers sur lesquels on court. Et par exemple, moi, lorsque je propose une séance, j'essaie de décrire le plus possible le terrain sur lequel j'aimerais que la séance se déroule. Il y a des fois, c'est pas possible, hein, parce que tout simplement, on n'a pas le terrain. Euh, mais tu sais, après, entre une large piste forestière sur lequel on peut encore trottiner, on peut encore courir, et un single qui monte directement vers les nuages, la vitesse ascensionnelle, tu pourras la respecter. Hein. C'est juste que sur la piste forestière, tu vas pouvoir trottiner, et dans l'autre, tu seras obligé de marcher, les mains sur les genoux. C'est, à mon sens, c'est quand même moins contraignant. C'est moins contraignant. Par contre, ça demande aux sportifs aussi de s'évaluer, de faire par exemple une évaluation de départ et de s'évaluer régulièrement pour savoir. Alors, le coureur sur route, en général, on l'évalue sur la vitesse maximale aérobie ou la vitesse critique. C'est un concept qu'on utilise de plus en plus et moi que j'utilise sur les plans d'entraînement. Mais pour le trailer, donc ça va être la VMA et la vitesse maximale ascensionnelle.
pour savoir un peu ce qu'on est capable de tenir comme capacité à grimper rapidement, quoi. Donc ça, faut le faire régulièrement. D'accord. Donc, faire régulièrement des tests pour s'évaluer. Donc, moi, sur route, là, j'imagine, enfin, sur du plat, pour les VMA, donc c'est des tests sur 2000, 3000 mètres, tout classique. Par contre, en vitesse ascensionnelle, là, je t'avoue que comme par chez moi, il n'y a pas beaucoup de côtes, ça pourrait consister en quoi ces exercices, enfin, cette auto-évaluation en vitesse ascensionnelle? Alors l'idée pour le test le plus simple pour la vitesse ascensionnelle, en fin de compte, c'est l'équivalent d'un demi-Cooper. C'est-à-dire que vous trouvez un bon chemin qui monte, mais il faut qu'il monte au moins 6 minutes. Et donc il va falloir, voilà, pendant 6 minutes, vous échauffez bien, et pendant 6 minutes, vous grimpez le plus vite possible. Et la donnée que vous allez avoir, tout simplement, vous la multipliez par 10, ça va vous donner votre vitesse maximale aérobie ascensionnelle sur une heure. Donc à partir de là, on fonctionne de la même manière que pour la VMA, on fonctionne en pourcentage de VMA, donc là on fonctionnera en VMA de cette vitesse ascensionnelle pour pouvoir caler par exemple les séances d'entraînement. Après, il ne faut pas se leurrer, cette VMA, elle est facile à utiliser sur des séances un petit peu longues, c'est-à-dire je vais courir 2-3 minutes, je vais grimper 2-3 minutes, bon après jusqu'à des blocs de 3 fois un quart d'heure, 3 fois 1 minute, 3 fois une demi-heure, mais si vous faites un fractionné, par exemple du 30-30, du 45-15, du 40-20, ne regardez même pas la vitesse ascensionnelle, hein, ou ne regardez même pas votre cardio, vous n'avez pas le temps, hein. C'est pendant 30 secondes vous courez le plus vite possible, vous marchez le plus vite possible, pendant 30 secondes vous récupérez, et ainsi de suite, hein. D'accord, faut pas se tromper non plus dans l'utilisation des données, notamment en trail, hein. Quand vous courez vite sur un sentier qui est un petit peu travaillé ou c'est un chantier, vous regardez d'abord où vous mettez vos pieds, vous essayez de garder un petit œil sur le chrono pour voir que la fraction d'effort elle va pas tarder à se terminer, mais c'est tout, hein. Commencez pas à regarder votre vitesse ascensionnelle ou votre fréquence cardiaque, c'est le meilleur moyen de finir à plat ventre, hein. D'accord. Pour en revenir sur ce test de vitesse ascensionnelle, il se fait en courant ou en marchant? Parce que là, tu nous as parlé de Alors, marcher rapidement les côtes. ouais, de préférence en courant. Ça permet, ça veut dire que vous avez un effort qui est relativement régulier. Parce que si vous commencez à devoir faire, si vous faites votre test sur un chemin sur lequel vous avez marché, les différences de vitesse, c'est-à-dire que vous allez par exemple marcher à 3 km/h, mais une petite difficulté va faire que pendant quelques mètres, vous allez plus qu'évoluer à 1 km/h, et vous allez remonter à 4 km/h, puis à 3 km/h. Ça va engendrer des grosses variations sur les données, donc c'est pas super précis. Par contre, une belle piste forestière qui monte relativement régulièrement et sur laquelle vous pouvez trottiner encore, me semble tout indiqué, quoi. C'est-à-dire qu'à mon sens, on imagine une piste de ski, vous allez grimper vraiment, comme on dit, dru dans le pentu, en ligne droite, c'est une mauvaise idée. Ce sera trop raide et trop de variations sur la vitesse. Alors qu'une piste sur laquelle vous allez pouvoir trottiner donnera des données assez précises. D'accord. Donc voilà, donc cette première partie de l'interview se finit. Parce que nous avions l'habitude, nous enchaînons l'habitude avec les questions des lecteurs, mais là nous avons eu un véritable rush en questions de lecteurs, donc on a eu plus d'une trentaine de questions. Donc avec Frédéric, nous avons décidé de réaliser une autre interview pour répondre aux questions des lecteurs. Je vais quand même te laisser le mot de la fin pour toi, Frédéric. Qu'aurais-tu à nous dire pour les trailers qui désirent s'investir dans ce sport? À quoi leur dire là, tu me prends un peu au dépourvu. Déjà, faites-vous plaisir. C'est une activité qui est super. Faites-vous plaisir. Choisissez les courses qui vous font plaisir, mais surtout ne brûlez pas les étapes. Ne brûlez pas les étapes. Vous avez la chance en trail d'avoir des courses de différentes distances. Donc il n'y a rien de honteux à aller s'inscrire sur un trail de 10 km et de monter graduellement les distances. Votre organisme, vous allez le préparer correctement à accepter ces distances et vous ferez constamment plaisir. Normalement, sur une ligne d'arrivée, on doit avoir que des sourires, on ne doit pas avoir des gens qui sont blasés ou dégoûtés de leur performance parce que l'investissement, le résultat n'a pas été à la hauteur de l'investissement. Donc faites-vous plaisir. Ouais, c'est parfait. Je te remercie, Frédéric. À Allez, bientôt. passez une bonne fin de journée, au revoir.
Et voilà. Cette première interview entraînement trail est maintenant finie. Donc si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poser en dessous de cette vidéo, dans les commentaires du blog. Nous y répondrons avec plaisir. Et je vous dis à très vite sur Testera Outdoor.